Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Après 15 mois de guerre, un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est en vigueur depuis le 19 janvier. Cet accord permet un arrêt des combats dans le territoire où plus de 47 000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du Hamas, et une libération progressive de la centaine d'otages retenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1200 victimes israéliennes. 3 otages israéliennes ont été échangés contre 90 détenus palestiniens. D'autres otages devraient être libérés samedi 25 janvier. Depuis que les armes se sont tues dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire a commencé à affluer dans le territoire côtier. Mais l'avenir politique de Gaza n'a pas été évoqué lors des discussions. Aujourd'hui, le Hamas, fortement affaibli, est encore aux commandes à Gaza. Mais après ces 15 mois de guerre, le mouvement islamiste peut-il assurer la reconstruction de Gaza ? Est-il un interlocuteur acceptable pour Israël ? Pour avoir des éléments de réponse, j'ai appelé Xavier Guignard, spécialiste des questions palestiniennes au centre de recherche Noria, et Hugues Lovat, chercheur à l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales. Sur le fil. La première phase de l'accord de trêve a commencé le 20 janvier. Le Hamas a libéré 3 otages israéliennes. Une série d'échanges de prisonniers sont censés se dérouler pendant 6 semaines et concerner au total 33 otages israéliens et environ 1900 détenus palestiniens. Les armes se sont tues et les habitants de Gaza retournent petit à petit chez eux dans un champ de ruines. L'ONU estime que la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés au moins une fois à cause des bombardements et des combats. 2 bâtiments sur 3 ont été détruits et seule une poignée d'hôpitaux fonctionne encore partiellement. La reconstruction sera longue, mais avant cette étape, l'autre défi sera de déblayer les décombres, selon Xavier Guignard. L'étape préalable, c'est d'être capable de déblayer des dizaines de millions de tonnes cubiques de déchets pour pouvoir commencer à refaire le système de route, à réinstaller le réseau d'eau, d'électricité et à avoir des solutions d'hébergement d'abord d'urgence, puis plus pérennes. Il va falloir avoir l'ensemble des services publics. Alors, il y en a qui sont liés à l'urgence, par exemple tout ce qui est lié au domaine sanitaire, la reconstruction et la remise en état de marche des hôpitaux de la bande de Gaza qui ont pour leur grande majorité été détruits pendant ces 14 mois de guerre. Enlever autant de gravats, ça va nécessiter une infrastructure particulière et être capable de reconstruire autant d'habitations, autant d'immeubles, mais également les centrales électriques, les usines de désalinisation. Ça va demander un temps absolument colossal. Pour remettre en état le territoire, on parle de plus d'une décennie et l'ONU envisage un budget de plus de 50 milliards d'euros. En attendant, qui va gérer les affaires courantes ? À peine la trêve entrée en vigueur, les forces de police du ministère de l'Intérieur du Hamas se sont déployées dans les rues de la ville de Gaza, ainsi que les forces de sécurité du Hamas. On écoute Mahmoud Abou Watfa, le vice-ministre de l'Intérieur. Les équipes d'ingénieurs s'affairent à récupérer les débris de guerre dans les maisons. Le ministère de l'Intérieur et les équipes s'emploient à retirer les débris dangereux qui ont blessé des citoyens et entraîné la mort d'autres personnes. Le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, est au pouvoir à Gaza depuis 2007. Après sa victoire aux élections législatives, le mouvement islamiste avait chassé par les armes le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, basé à Ramallah en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, après 15 mois de guerre, des dirigeants du Hamas affirment que leur mouvement ne tient pas à administrer le territoire. Xavier Guignard nous en donne les raisons. Il sait qu'il ne pourra revenir aux affaires sans être une entrave définitive pour l'acheminement de l'aide et la reconstruction de Gaza.
La seconde, c'est que à ce moment-là également, au 7 octobre, quand il prend cette décision, c'est aussi parce qu'il arrive à une impasse de sa gouvernance à Gaza, régulièrement accusé de corruption, de clientélisme, de mauvaise gestion, et incapable de lever les effets du blocus sur la bande de Gaza, donc incapable de répondre aux demandes de la population gazaoui. Pour l'ensemble de ces raisons, il sait qu'il ne peut et ne veut assurer seul la direction. Néanmoins, il veut, en quelque sorte, avoir son mot à dire. Alors, droit de veto sur la constitution d'un gouvernement, capacité d'appui à cet effort, c'est là qu'on a encore des doutes sur la façon dont il l'essaye ou il envisage de s'articuler à la solution politique. Ce qui est certain, c'est qu'il ne veut plus être seul maître à bord. Avant la trêve, des négociateurs du Hamas et du Fatah avaient convenu que le territoire serait administré après la guerre par un comité de personnalités apolitiques, sorte de sous-gouvernement de l'autorité palestinienne dédié au territoire côtier. Mais rien n'indique qu'un tel accord sera appliqué. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, seul interlocuteur palestinien de la communauté internationale, est aussi affaiblie. Sa popularité est très faible aux yeux des Palestiniens. Il lui sera donc difficile de s'implanter à Gaza. Mahmoud Abbas et le pouvoir en place à Ramallah fait face depuis des années à une crise de légitimité extrêmement grave. Il avait été élu, on le rappelle, en 2005 pour un mandat de 4 ans et il n'a jamais été renouvelé. Cependant, il est maintenu au pouvoir. Donc, la mesure de sa popularité en Cisjordanie est extrêmement basse. Ça, c'est sur le volet de sa popularité. Sur le volet des moyens, l'autorité fait déjà face à une crise financière sans précédent et elle a du mal à verser le salaire de ses propres fonctionnaires en Cisjordanie. On a du mal à imaginer dans quelle mesure, dans la situation actuelle, elle puisse se déployer à Gaza. Je pense que ce qui intéresse principalement le gouvernement actuel de Cisjordanie, donc le gouvernement dirigé par Mahmoud Abbas, c'est deux choses. C'est d'une, de piloter la reconstruction, puisque ça va être une manne financière absolument colossale et une relégitimité politique pour le gouvernement qui s'en saisira. Et de deux, c'est de trouver une équation politique qui ne laisse plus aucune place au Hamas, parce qu'il y a vraiment un esprit de revanche de cette guerre fratricide qui a commencé en 2006. Et les Israéliens, que veulent-ils ? Avec qui sont-ils prêts à discuter ? Pour Hugues Lovat, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales, Israël ne veut pas d'un État palestinien à ses frontières, mettant en avant l'argument sécuritaire. Pour Israël, c'est très clair ce qu'Israël ne veut pas. Ce qu'Israël ne veut pas, c'est un horizon politique pour établir une solution à deux États. C'est ce rejet d'un futur État palestinien qui, jusqu'à présent, a influencé les calculs de ce gouvernement israélien-ci et qui continueront d'influencer ces calculs dans l'avenir. 48 heures après le cessez-le-feu, l'armée israélienne a commencé une opération mur de fer à Jénine, en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Mardi soir, le bilan faisait état d'une dizaine de morts et de 35 blessés. Pour Xavier Guignard, cette opération pourrait être analysée comme une façon d'empêcher toute réconciliation palestinienne préalable à la création d'un État palestinien. Il y a aujourd'hui une volonté israélienne de s'opposer absolument et très sincèrement à la question de la solution à deux États, c'est-à-dire à l'édification d'un État palestinien dont l'étape préalable est la réconciliation interpalestinienne. Et tout est fait, ou tout semble être fait, pour mettre en application cette non-volonté. Une volonté soutenue par l'administration Trump, dont le nouveau chef de la diplomatie, Marco Rubio, a promis un soutien inébranlable à Israël. Les violences en Cisjordanie ont explosé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée le 7 octobre 2023. Depuis, au moins 848 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé. Et au moins 29 Israéliens y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon Israël. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient lundi. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.